Selon les simulations menées à l'aide du modèle INES, le revenu disponible moyen par ménage, en euros constants, serait en 2016 inférieur de 1,2 % à son niveau de 2008. Les réformes fiscales visant le redressement structurel des comptes publics engagées à la suite de la crise économique, la hausse du chômage et du temps partiel et les évolutions démographiques sont sûrement des facteurs qui peuvent expliquer cette diminution. Sans les réformes fiscales intervenues entre 2008 et 2016, le revenu disponible moyen des ménages aurait été supérieur de 1,4 % en 2016. Les effets de ces réformes diffèrent selon la place des ménages dans la distribution des niveaux de vie. Les ménages les plus aisés, c'est là bien le minimum, ont été les plus mis à contribution. Les 5 % du haut de la distribution ont vu leur revenu disponible annuel diminuer de 5 640 € sous l'effet des mesures nouvelles concernant les prélèvements, hausse des cotisations sociales, création d'une tranche d'impôt sur les revenus à 45 %, imposition au barème de l'impôt des revenus du capital, etc. Les ménages les plus modestes ont bénéficié de la politique sociale et des amortisseurs sociaux qui existaient encore. Les 5 % les plus modestes ont vu leur revenu disponible annuel s'accroître de plus de 450 € et les 5 % au-dessus l'ont vu s'accroître de 890 € du fait des réformes des prestations, je pense à la revalorisation des minimums sociaux, création de la prime d'activité, etc. Messieurs les ministres, les réformes des prestations et prélèvements mises en œuvre en 2017 ont, à nos yeux, un impact quasiment nul sur les inégalités de niveau de vie. Ce que je viens de citer ici, mes chers collègues, ne pouvait figurer dans le document de présentation du budget 2019, puisque ces lignes sont issues d'une note d'actualité de l'INSEE publiée avant-hier, note fort instructive. Si elle ne réhabilite pas, et loin de là, les politiques du précédent quinquennat, elle témoigne en revanche que les quelques garde-fous encore préservés pour freiner l'aggravation des inégalités sociales ont sauté en 2017, avec ce que nous appelons, nous, l'avènement d'une course folle vers un ultralibéralisme sans limite. Oui, c'est bien un nouveau projet de société qui est à l'œuvre, encore plus violent pour les salariés, pour les familles populaires et les classes moyennes. Un projet toujours plus protecteur pour les actionnaires et les grandes entreprises et pour les marchés financiers. Ainsi, si l'on compare la première année du précédent quinquennat, largement rejetée par les milieux populaires, et la première année du quinquennat en cours, c'est-à-dire on prend la loi de finances 2013 et celle 2019, il semble bien que quelques données ont évolué et qu'elles n'ont certainement pas contribué à améliorer la situation de la grande majorité de nos compatriotes. Loi de finances 2013. On avait ainsi prévu, entre autres, de percevoir les recettes suivantes. Impôt sur le revenu, 72,8 milliards d'euros. Impôt sur les sociétés, 52,3 milliards d'euros, malgré le CICE. TVA, 141,8 milliards d'euros. TICPE, 13,8 milliards d'euros. Et nous avions une prévision de 85,2 milliards d'euros en remboursement et dégrèvement d'impôts d'État et 10,9 milliards d'euros pour les impositions locales. Devenu sénateur et rapporteur de la mission remboursement et dégrèvement, je me devais de le souligner. La part de la fiscalité indirecte était déjà importante dans l'ensemble des recettes, mais il n'en demeure pas moins que la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Dans le texte que nous allons travailler, nous avons ainsi une prévision. Impôt sur le revenu, 70,5 milliards d'euros. Impôt sur les sociétés, 31,5 milliards d'euros. TVA net, 166,9 milliards d'euros. D'ailleurs, très fortement impacté par le transfert en plus de 36 milliards pour compenser les allègements sociaux. Et TICPE, 17 milliards d'euros. Par ailleurs, le montant des remboursements et des dégrèvements continue son ascension. Ainsi, les correctifs sur impôts d'État vont atteindre 116 milliards d'euros et les allègements divers frappant les impositions locales vont possiblement atteindre les 20 milliards d'euros. Sur les crédits très approximatifs ainsi ouverts, on peut noter, et ça c'est clair du point de vue du projet de société dans lequel on va, 100 milliards d'euros sont fléchés vers les entreprises, 17,5 milliards vers les ménages et 13,5 milliards vers les collectivités locales. Et quand on regarde l'évolution des recettes fiscales, on constate un effondrement du produit de l'impôt sur les sociétés, celui-ci se situant à 1,3 % du produit intérieur brut. Pour vous dire les choses simplement, c'est 4 jours et demi de production.
c'est-à-dire de travail des salariés. C'est un peu comme si les entreprises de notre pays commençaient l'année 2019 en se disant que dès le 6 janvier, elles ont fini de payer l'impôt sur les sociétés. Et nous constatons en revanche la persistance de la fiscalité indirecte, puisque nous avons un niveau exceptionnellement élevé de recettes de TVA et de fiscalité énergétique. La TVA, l'impôt le plus injuste. Il faut regarder les gens modestes et les pauvres en face quand on parle de la TVA. Mérite d'ailleurs un détour, avec ses 53,5 milliards d'euros de remboursement aux entreprises et 36,3 milliards qui vont venir maintenant combler le trou béant laissé par la pérennisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce n'est ni plus ni moins que 90 milliards d'euros de TVA brute ristournés. Et on nous parle de panne d'argent, on nous parle de la dette publique. Les ménages salariés, retraités et autres de notre pays vont là, mes chers collègues, laisser 60 à 65 milliards d'euros en 2019 en ristourne aux actionnaires des entreprises. C'est l'équivalent d'un impôt invisible de 1 500 € par ménage par an. Ce que vous allez offrir aux Françaises et aux Français, c'est une forme d'enfer fiscal, messieurs les ministres, où les bases d'imposition vont, contre toute logique économique, s'éloigner de la sphère de la production pour se concentrer sur les revenus inégalitaires et alors sur une consommation sous toutes ses formes. Au lieu d'avoir un impôt sur le revenu plus progressif, comme nous le demandons, en augmentant le nombre de tranches et une modification des taux, nous allons avoir demain un impôt sur le revenu rendu moins progressif par le traitement en faveur accordé aux revenus du capital et du patrimoine, et dont la CSG transformée en impôt de base sera l'élément le plus dynamique. Et n'allez-vous pas, messieurs les ministres, consolider la dette sociale de la Caisse d'amortissement de la dette sociale pour en confier le règlement aux salariés et puis aux retraités, qui, eux, sont soumis à la CSG et la CRDS dont on parle si peu. Voilà, enfer fiscal pour le plus grand nombre, voilà ce que devient notre pays avec ce projet de budget. Et je ne dis rien des dépenses dans le détail. Pour ne citer qu'un exemple, on rappellera juste qu'on se félicite de l'adoption du prélèvement à la source, car il va quand même permettre de faire 1,4 milliard d'euros d'économies sur les aides personnelles au logement. Sur les aides personnelles au logement. Quel bonheur! Risquer de perdre l'anonymat sur ses revenus auprès de son employeur pour mieux être sûr de ne plus toucher l'allocation logement. Mais l'enfer doit bien avoir un paradis. L'enfer doit bien avoir un paradis. Eh bien, la France est en train de devenir, oui, un paradis financier. Car enfin, 31,5 milliards d'impôts pour les sociétés, un peu moins de 30 milliards de fiscalité locale, pèse-t-il beaucoup au regard des 100 milliards de remboursements et de dégrèvements accordés aux entreprises? S'y ajoute l'allègement des cotisations sociales, largement majoré cette année par l'intégration du CICE, plus les mesures retracées dans l'évolution des voies et moyens comme les 34 milliards du régime des groupes ou les 7 milliards de la niche Copé. Nous ne sommes plus très loin de ressembler à un paradis financier. Un paradis financier pour actionnaires et individus fortunés, privés d'impôt de solidarité sur la fortune, dotés d'un prélèvement forfaitaire, et bientôt ils vont être même pourvus d'une exemption inégalée de leurs donations. Ça s'appelle un paradis financier. Voilà ce qu'on est en train de construire avec cette loi de finances. Cette situation, mes collègues, nous la ressentons comme dangereuse, car elle aggrave les ressentiments déjà profonds dans notre société, que nous devons absolument éviter. C'est cette situation que nous allons combattre avec nos amendements pour montrer qu'une autre voie est possible face à cette politique dont plus personne maintenant, plus personne ne peut nier qu'elle est ultra-libérale et donc ultra-libérale. Et nous le ferons, non pas pour alimenter l'idée que l'impôt est par nature un enfer, mais la question qui nous est posée dans la société française aujourd'hui, et par efficacité économique, c'est qu'il faut réhabiliter les vertus de l'impôt. Voilà le travail parlementaire le plus utile auprès de nos concitoyens et pour notre économie française et sa production. Ça sera le sens des participations des sénatrices et sénateurs de notre groupe au débat. Je vous remercie de votre attention.